Alors, mémoire et dépression, ça aussi, c'est vraiment un très grand sujet. Hem, les plaintes de mémoire sont extrêmement fréquentes dans la dépression. C'est vraiment quelque chose dont je pense vous avez, pas mal l'expérience. Les personnes se plaignent de leur mémoire et quelquefois elles précisent que c'est une affaire aussi de concentration. C'est tellement fréquent qu'on peut dire que ça fait partie du tableau clinique de dépression et en tout cas, c'est dans les critères et on sait depuis longtemps que la plainte mnésique est corrélée à l'intensité de la dépression plus qu'à l'évaluation objective de la mémoire. Ça, vous allez voir, c'est relativement, constant. Alors, c'est un des motifs de recours, par exemple, à une consultation mémoire comme la nôtre, c'est, voilà, d'évaluer les fonctions cognitives de cette personne, qui est suivie, pour dépression par un de nos collègues psychiatres et qui nous dit: «Voilà, la plainte vient et revient, la personne s'inquiète, qu'en est-il?» hein? Et c'est comme ça qu'on a l'occasion de voir des patients. Alors sur l'historique de mémoire et dépression, il y a eu énormément de recherches depuis les années 70 et 80, d'abord sur les états dépressifs, je dirais, en général, et sur la maladie bipolaire plus récemment. Hein, plus récemment, elle est mieux caractérisée et plus étudiée sur les plans cognitifs. Ce qui est le plus étudié, en tout cas, c'est la mémoire épisodique explicite, notamment parce que, comme je vous le disais, c'est finalement tout de même aussi la plus facile à, étudier puisque ça se fait avec un matériel de liste de mots et cetera. C'est assez simple, mais tout de même, plus récemment, alors, ça s'était concentré sur la mémoire et plus récemment, ça, s'est étendu aux fonctions exécutives et attentionnelles, dont on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas toujours tout à fait intactes dans les états dépressifs et dans la bipolarité. Alors, pour la cognition et dépression, vous avez cet article de 2016 qui est vraiment, dans lequel j'ai trouvé vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, qui ne se voulait pas une revue exhaustive, mais qui est quand même assez complète et dont le titre dit beaucoup de choses puisque c'est la cognition au cœur de la dépression. Donc en termes de description, une plainte de mémoire, de concentration, une tendance à l'indécision sont donc très fréquemment décrits, par les patients, y compris dans les phases intercritiques, c'est-à-dire, pas forcément en phase dépressive, mais même quand les gens vont un peu mieux, éventuellement, ils continuent à se plaindre de, leur mémoire. Les troubles de l'attention, de la mémoire, des fonctions, exécutives, ça, dans cet article, il propose de le rassembler, dans un champ de cognition, froide, en quelque sorte. Vous voyez, mesuré par des tests qui finalement ne mettent pas du tout en jeu, les émotions, hein, vous avez vu ça dans les tests tout à l'heure, par opposition à la cognition chaude qui étudie l'influence des émotions, du contenu émotionnel, finalement des choses à rappeler sur le traitement de l'information. Alors ça, je dois dire que j'ai trouvé, alors il y a plus d'articles sur la cognition froide et il y a, plus d'articles dans les années 70 et 80 sur la cognition chaude où effectivement on essayait de voir si c'était les souvenirs les plus, par exemple, les plus péjoratifs, les plus mauvais qui étaient rappelés par les personnes dépressives et c'est d'ailleurs ce qu'on a trouvé, hein. Il y a un biais de rappel des mots à consonance émotionnelle négative dans la dépression. C'est un peu moins fait, actuellement.
Alors cet article contient 11 méta-analyses, c'est quand même beaucoup consacré au sujet de, dépression et mémoire, qui finalement, en résumé, retrouvent 3 types, 3 catégories de déficit. Un déficit qu'on pourrait appeler attentionnel, l'attention sélective, la vitesse de traitement, tous les tests qui mesurent l'attention soutenue. Alors ça, par exemple, si vous voulez, c'est des tests de détection de cibles, hein. Vous faites écouter une série de sons et vous dites, tapez ou faites un signe quand vous entendez tel son et vous passez ça pendant plusieurs minutes. Ça, c'est l'attention soutenue. Et l'attention sélective, c'est au contraire quand vous dites, ben, après avoir entendu tel son, vous tapez s'il y a tel autre son, ça c'est plus sélectif. Vous voyez, il y a plusieurs façons de mesurer les déficits attentionnels. La mémoire épisodique, les déficits de rappel libre de liste de mots ont été retrouvés très fréquemment dans la dépression. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le rappel indicé et la reconnaissance sont souvent capables de corriger la performance, contrairement à ce qu'on voit dans l'Alzheimer, par exemple. En mémoire autobiographique, elle a été étudiée de façon un petit peu qualitative. On s'est aperçu que finalement, les patients déprimés avaient tendance à reconstruire le souvenir d'un point de vue plutôt spectateur, extérieur, plutôt qu'acteur, hein, comme s'ils avaient une baisse de la mémoire épisodique autobiographique, c'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est cette façon de pouvoir revivre un souvenir. Et ce déficit de reconstruction vraiment vécu du souvenir serait encore plus marqué pour les souvenirs positifs qui ne sont pas d'actualité pour ce sujet déprimé. Donc il y a aussi des éléments qualitatifs. En ce qui concerne les fonctions exécutives, eh ben, finalement, on a retrouvé aussi beaucoup d'altérations de presque tous les domaines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inhibition, la flexibilité, je vous ai donné des exemples tout à l'heure, avec une taille d'effet qui est modérée à importante quand même, et un particulier déficit d'inhibition au test de Stroop, hein, comme si c'était vraiment coûteux et difficile d'inhiber la réponse automatique pour donner une réponse qui demande plus d'effort, finalement, hein. Déficit, on l'a, de flexibilité, ça vous le mesurez avec le TMT. Le TMT, ben, est un peu ralenti et puis éventuellement des déficits en mémoire de travail. Bon, on souligne, et c'est marqué aussi, hein, une certaine hétérogénéité des profils, si vous voulez. Ce ne sont pas tous les patients qui présentent ce profil, mais si vous prenez des groupes de patients, groupe déprimé versus un groupe de normaux à parier pour l'âge et le niveau d'études non déprimés, eh bien, vous allez trouver une différence en moyenne. Donc, et on l'a dit, hein, voilà plusieurs autres tests de fonction exécutive, la planification, l'affluence verbale et en général, ça c'est la vitesse de traitement, toutes les tâches chronométrées sont en général impactées par la dépression. La cognition chaude, je vous l'ai dit, peut être un petit peu moins étudiée maintenant, mais vous avez le biais des patients dépressifs une sorte de biais qui favorise la perception, l'attention, la prise en compte finalement et la mémorisation de stimuli plutôt négatifs, alors que chez le normal, c'est plutôt l'inverse. Vous allez avoir un biais vers les informations positives.
hypersensibilité au feedback négatif, une motivation, souvent, ça a été retrouvé dans les tests, la motivation est un peu réduite et évidemment, pour les apprentissages qui sont dépendants d'une «récompense», entre guillemets, c'est altéré parce que les gens ne sont pas motivés, hein. Il manque de motivation pour réussir ce test dont ils ne voient pas l'intérêt, hein, finalement, ce qui est un peu normal. Théorie la thé alors théorie de l'esprit, ça aussi c'est, un peu nouvellement, étudié. Elle serait plutôt diminuée, c'est-à-dire la sensibilité à l'autre, la capacité de se mettre à sa place, de deviner, si on veut, ses intentions, ses croyances, elles seraient un petit peu, diminuées, d'où, quelquefois justement, quand vous pensez que la consultation est terminée et que vous faites des gestes et des signes pour dire que la consultation est terminée, vous verrez que vos patients ne les perçoivent pas et ça, c'est probablement aussi quelque chose dont vous avez, l'expérience. Et puis voilà, dans l'ensemble, ils, sont, réalistes, mais réalistes sur le versant dépressif, alors que nous, enfin, la normalité veut qu'on ait parfois un optimisme qui n'est pas toujours, réaliste, mais qui nous permet de survivre dans les conditions et avec toutes les éventuellement les mauvaises nouvelles aussi dont on est entouré et puis tout ce qu'on peut, subir, dans notre vie. Alors qu'est-ce qui, influence les troubles, cognitifs? La sévérité de la dépression avec plus d'éléments dits exécutifs, si plus de si la dépression est cotée, plus sévère. Le sous-type dit mélancolique serait plus déficitaire au niveau flexibilité et mémoire de travail, une récurrence importante des épisodes dépressifs, quelque chose probablement un petit peu non spécifique qui est l'âge, hein, plus de déficit des fonctions exécutives avec l'âge, mais ça c'est pratiquement aussi un peu un facteur confondant. Et puis les comorbidités anxieuses et addictives et la prise éventuellement de traitements, puisque finalement seuls les tricycliques peuvent être relativement accusés d'avoir ils sont enfin, ils ont des propriétés anti-mémoire, sachant que les neuroleptiques, quand même aussi, ils ont des propriétés plutôt anti-bonne fonction exécutive, disons, hein. Mais les tricycliques, c'est spécialement la mémoire. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer les troubles cognitifs dans la dépression, dont certains sont un peu plus évidents comme l'âge. Bon, je vais peut-être un petit peu passer là-dessus, ça vous le savez, la dépression majeure, elle est très invalidante et en particulier aussi, sans doute à cause de ces troubles cognitifs qui ont un impact sur la vie, les capacités de travailler. L'impact, il est mieux connu sur des pathologies plus sévères telles que la schizophrénie et le trouble bipolaire, mais il est sûrement pas absent des troubles dépressifs lorsqu'ils sont, sévères. Alors, comment, évaluer les troubles cognitifs dans la dépression? Il y a pas Vous ne trouverez pas d'instrument vraiment standard, mais, je vous ai présenté tout à l'heure les tests habituels de fonction exécutive, attention et mémoire que vous pouvez utiliser. Sachez par contre que, en principe, dans la dépression, il n'y a pas d'atteinte du langage, il n'y a pas d'atteinte des praxies, il n'y a pas d'atteinte significative de type visuospatial, toutes ces composantes appartiennent plutôt aux pathologies neurodégénératives mais pas à la dépression. La dépression ne s'accompagne pas de troubles du langage, corollaire,
si vous avez quelqu'un qui a un trouble du langage et qui est déprimé, ben, il a sûrement autre chose en plus. C'est important. Alors vous pour les troubles bipolaires, alors là, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Vous avez, cette revue qui est intéressante et qui est complète. Vous savez que beaucoup de ces études montrent que les patients bipolaires ont des troubles cognitifs résiduels. Heu, enfin, vous voyez, c'est des pourcentages qui sont, très importants, avec comme corollaire, l'incapacité de se maintenir, de travailler et de se maintenir, dans un emploi. De plus, les patients, bipolaires, qui ont des symptômes résiduels, ben, il y en a beaucoup, beaucoup d'entre eux passent plus de temps déprimés que euthymiques, hypomaniaques ou maniaques et voyez, c'est, dans cette étude qui a étudié pas mal de patients, mais qui sont suivis longtemps, finalement, ils ont des symptômes quelconques près de la moitié du temps, ce qui est, heu, ce qui est beaucoup. Mais finalement, les troubles cognitifs ne sont pas seulement pendant les périodes dépressives ou maniaques, mais en fait également en période, euthymique. Alors, je vous l'ai dit et là on le retrouve, c'est l'attention, fonction exécutive et mémoire verbale qui sont les domaines concernés par les troubles cognitifs, chez ces patients et là vous avez beaucoup de revues de littérature. Alors si vous regardez, alors bon c'est en petit, hein, mais dans les résultats, vous voyez aussi qu'il y a une certaine hétérogénéité. Vous voyez, chez ces patients euthymiques, hein, ils tous, évalués en période euthymique, on nous dit dysfonction exécutive entre 5 et 57. Ouais, c'est sûr que c'est quand même extrêmement large. Attention, mémoire de travail entre 9 et 51. Là, on a moins, sur la vitesse et les temps de réaction, c'est 23-44. Là, ça se rapproche, mais de nouveau, mémoire verbale 8-42, mémoire visuelle 11-32. Donc vous voyez que, les troubles cognitifs existent dans une proportion chez une proportion importante de patients, mais tout de même, les chiffres montrent des écarts qui sont relativement importants. Mais il faut le savoir parce qu'encore une fois, c'est même quand ils sont euthymiques. Ah ben voilà, je vous ai remis ce que je viens, de vous montrer, mais en plus gros. Et alors, évidemment, pourquoi cette hétérogénéité? Bah, c'est aussi parce qu'on étudie des patients qui n'ont pas forcément la même durée d'évolution de la maladie, le même, niveau d'études et pas forcément avec les mêmes tests. Ce qui est sûr, c'est que le lien entre déficit cognitif et handicap paraît plutôt bien documenté, c'est-à-dire c'est bien à cause des troubles cognitifs que les gens ont des difficultés pour organiser leur journée, hiérarchiser leurs actions, etc. Ça paraît assez bien documenté. L'effet des traitements, on sait que le lithium peut être associé à des déficits de mémoire verbale, mais qui sont plutôt minimes, alors que l'intérêt pour la maladie bipolaire est extrêmement important et ne donnerait pas par contre de difficultés sur attention et fonction exécutive. Et l'effet cognitif des traitements antidépresseurs, ça, comme je vous ai dit, c'est peut-être pas spécifiquement étudié chez bipolaire, mais c'est surtout que une certaine catégorie d'antidépresseurs peut donner des troubles et par contre, il faut aussi compter, comme je vous l'ai dit, les neuroleptiques. Alors de plus en plus, on voit des papiers
qui parle de remédiation cognitive, et ça, je crois que c'est important. Alors, au début, j'avais trouvé uniquement, il y a, je ne sais pas moi, 4-5 ans à peu près, j'avais trouvé une étude en ouvert qui concernait 18 patients qui avaient fait 14 sessions individuelles de 50 minutes par séance durant 4 mois et qui avaient trouvé une amélioration d'un niveau de fonctionnement général et en plus, c'était corrélé à une amélioration du fonctionnement professionnel, ce qui était donc c'était plutôt encourageant. Depuis, il y a d'autres études. Il y a cette équipe espagnole qui fait beaucoup de travail sur cette question et qui a étudié ici, non pas, enfin, qui a carrément 188 patients qui, sur 239, avaient des troubles cognitifs et qu'ils ont inclus dans un programme qui comportait 21 sessions de 90 minutes, une fois par semaine. Alors, ils les ont attribuées à un groupe de remédiation dite fonctionnelle, de psychoéducation ou de traitement comme d'habitude, sachant que la remédiation fonctionnelle, c'était vraiment un travail sur la cognition, sur la mémoire, sur les fonctions exécutives et dans des tâches écologiques. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Ils les ont fait travailler, mais pas simplement sur du matériel sans signification, mais sur des choses qu'ils pouvaient utiliser dans leur vie quotidienne. La psychoéducation, ça, comme vous savez, c'est plutôt connaître sa maladie, connaître les traitements, savoir quand on va rechuter, toutes ces choses qui sont aussi extrêmement importantes, mais qui n'ont pas de base vraiment cognitive. Enfin, en tout cas, c'est différent de la remédiation fonctionnelle et puis traitement comme d'habitude. Et ils ont regardé aussi comme outcome l'échelle FAST. L'échelle FAST, c'est une échelle fonctionnelle. C'est très important et très utilisé en psychiatrie pour savoir comment vont les patients d'un point de vue de leur gestion personnelle, que ce soit autonomie professionnelle, fonctionnement cognitif, finances, relations et loisirs. Donc l'échelle FAST, c'est très important. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que pour améliorer l'échelle FAST, le plus efficace, c'était la remédiation fonctionnelle. C'était plus efficace que la psychoéducation et que le traitement comme d'habitude, qui, elle, était finalement relativement équivalente. Mais le groupe en remédiation fonctionnelle, en 6 mois, c'est celui qui a fait le mieux et finalement, c'est quand même assez logique. Depuis, j'ai vu un article qui est sorti, que je n'ai pas eu le temps de mettre, mais qui est sorti l'année dernière, je crois, et qui là aussi rapporte les bienfaits de la prise en charge vraiment en remédiation pour ces patients. Moi, je pense que c'est vraiment c'est très important pour leur vie quotidienne. Reste à trouver comment le mettre en œuvre. Et enfin, pour terminer, mais je vais passer rapidement, c'est un petit peu peut-être pour vous en dehors du sujet, c'est tous les syndromes démentiels qui compliquent les troubles bipolaires, un sujet qui commence à être un petit peu plus connu, puisque malheureusement, il est pratiquement avéré que les patients bipolaires développent plus souvent des pathologies démentielles avec l'âge que les personnes non bipolaires. Ce n'est pas un énorme surplus, mais incontestablement, il y a quand même quelque chose de ce côté-là, et maintenant c'est bien reconnu. Reste à savoir qu'est-ce que c'est que cette démence. Il semblerait que certaines soient des démences habituelles de l'âge, si j'ose dire, mais certaines soient des espèces de tableaux où l'atteinte des fonctions exécutives est absolument majeure par rapport aux autres symptômes et l'atteinte fonctionnelle précoce, durable et très importante aussi.
une espèce de démence peut-être spécifique, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Donc j'ai terminé, pour cette partie. Avez-vous des questions sur cette partie? Alors, voilà, là j'arrête.